Bienvenue dans ce webinaire pour faire le point sur la loi d'accélération de la production des ENR. Qu'est-ce qu'on peut en attendre avec Jérémy Simon, délégué général adjoint du SER, syndicat des énergies renouvelables. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, je disais, quelques rappels pour interagir avec l'intervenant d'aujourd'hui. Ça se passe par écrit, ça se passe en bas à droite de votre écran. Dans l'onglet Conversation, vous pouvez saisir vos questions au fur et à mesure et nous allons les relayer à Monsieur Simon. Et avant de commencer donc ce webinaire qui est enregistré et dont vous pourrez retrouver le replay ainsi que le support de présentation dans la e-communauté énergie maintenant du CNFPT. J'invite donc Emmanuel Poncet à introduire cette séquence et à nous parler notamment de formation CNFPT qui sont reliées à ce sujet. Merci Julien. Oui, effectivement, la communauté a été nouvellement baptisée Énergie, mais elle traite effectivement de manière assez transversale toujours les diverses problématiques de la transition énergétique. Je ferme cette parenthèse et bienvenue à tous donc pour ce webinaire sur une loi qui est toute neuve, puisqu'elle a été votée récemment le 10 mars. Et merci donc à Monsieur Simon, délégué donc général adjoint du syndicat des énergies renouvelables, pour son intervention. Alors sur un sujet qui bien sûr diffuse dans l'offre de formation du CNFPT, puisque avec le compte rendu et bien sûr l'enregistrement, vous aurez accès aussi à un document qui vous permettra d'identifier assez rapidement donc des sessions de formation sur tout le territoire. Une vingtaine de sessions qui touchent à la fois sur les questions opérationnelles de conduite de projets de développement des ENR, mais aussi de planification plus générale donc de la transition énergétique. Voilà, donc ce document sera inclus. Sachez que les 11 et 12 mai à Montpellier donc auront lieu les rencontres nationales de l'ingénierie territoriale, donc qui porteront cette année sur les questions de sobriété. Sobriété qui est, je dirais, un principe préalable à la transition énergétique, bien avant, on va dire, le développement des énergies renouvelables qui sont aussi au cœur du dispositif et de cette transition. Voilà, je vais vous rendre la parole, je vais te rendre la parole, Julien, et donc effectivement, je vais co-animer avec toi ensuite pour les questions-réponses. Voilà, donc bon webinaire, à tout à l'heure. Voilà, déjà 67 participantes et participants qui nous ont rejoints, c'est déjà un beau score. Beaucoup de personnes s'étaient inscrites pour ce webinaire, donc Monsieur Simon, je ne veux pas vous mettre la pression, mais vous êtes un peu attendu, d'autant que le timing est vraiment nickel, puisque je crois que ça a été le 9 ou le 10 que la loi a été définitivement adoptée. Et donc, du coup, vous avez eu extrêmement peu de temps pour analyser tout ça et vous nous livrez vraiment aujourd'hui quelque chose de précieux. Et du coup, je vous laisse commencer votre intervention et nous, soit nous réservons un temps de questions à la fin, soit nous permettrons de vous interrompre pour ponctuer votre intervention de deux questions qui pourraient être posées par nos participants et participantes. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci à Julien et Emmanuel de m'avoir invité à animer ce webinaire. Donc voilà, je suis délégué général du CER. Alors le CER, donc le syndicat des énergies renouvelables, rapidement, je présente l'organisation. Donc nous sommes un syndicat professionnel qui représente l'ensemble des filières d'énergie renouvelable en France. Donc vous les avez à l'écran. On a l'habitude de les distinguer en deux grandes familles, les filières renouvelables électriques et les filières renouvelables non électriques, donc essentiellement la chaleur, le bois, le gaz, la biomasse. Et puis en ce qui concerne les filières électriques, qui sont un tout petit peu mieux connus dans le grand public, c'est évidemment les deux éoliens, donc l'éolien en mer
l'éolien terrestre, mais aussi le solaire photovoltaïque et également l'hydroélectricité. Donc vous avez à l'écran l'ensemble des 11 filières que nous représentons. Donc le syndicat professionnel est composé de un peu plus de 450 adhérents. Donc ce sont des entreprises qui sont composées de 2/3 de PME, ETI et puis d'un tiers de grands groupes. En fait, on représente l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, donc de l'amont à l'aval. Alors quand je parle de l'amont, c'est des bureaux d'études, en prospection, des bureaux d'études environnementaux, mais également des financiers, des développeurs, des exploitants, des fabricants, des installateurs, jusqu'aux entreprises de recyclage et de démantèlement. Donc on est vraiment très représentatif de toute la chaîne de valeur de ces filières. C'est à peu près 150 000 emplois directs et indirects en France. Et nous sommes situés à Paris, dans le 8e arrondissement, et on est une petite structure de un peu plus de 20 personnes à Paris. Et dernier élément qui n'apparaît pas dans la slide, mais on a ces dernières années, et c'est particulièrement important, je pense, quand je vois l'ensemble des zones géographiques qui sont représentées dans ce webinaire, on a réussi à tisser, à créer, à constituer un réseau de représentants régionaux, donc sur l'ensemble des régions métropolitaines, mais également en Outre-mer, qui sont mandatés donc pour le syndicat. Donc ce sont des personnes qui travaillent en entreprise, mais qui ont un mandat du CER pour représenter de manière bénévole les intérêts du syndicat en région et animer des réunions avec des exécutifs locaux ou différentes parties prenantes en fonction des spécificités des régions, parce que c'est vrai que en fonction des régions, l'accent n'est pas mis sur les mêmes énergies partout pareil, quoi. Voilà. Donc voilà rapidement pour le syndicat des énergies renouvelables. Alors, je rentre dans le vif du sujet avec 2 temps de présentation qui seront inégaux sur le plan du temps passé. Je passerai évidemment la majorité de ma présentation à revenir sur cette loi du 11 mars d'accélération de la production des ENR, évidemment, mais dans un premier temps, il me semblait important de rappeler l'enjeu ou les enjeux de cette loi, dans quel contexte elle s'inscrit, parce que ça peut paraître évident, et en fait, finalement, ça ne l'est pas tant que ça, quand on voit que l'examen de cette loi au Parlement a suscité beaucoup de débats, beaucoup de crispations, et on aurait, en tout cas au niveau du syndicat des énergies renouvelables et de ses entreprises adhérentes, on aurait préféré finalement que il y ait un petit peu moins de crispation et qu'on se retrouve de manière un petit peu plus apaisée sur des problématiques à de moyen long terme. Donc rapidement, effectivement, l'enjeu est vraiment la lutte pour le climat, avec 2 principaux méta-objectifs qui sont la décarbonation de l'économie, d'une part, et la neutralité carbone d'ici à 2050. Ça, ce sont 2 objectifs, j'ai envie de dire, carrément mondiaux, européens et nationaux. Et l'un des leviers pour y arriver, évidemment, c'est le développement des énergies renouvelables. Parce que nous sommes en retard. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais la présentation s'affiche avec parfois un texte qui ressort mal, mais en gros, dans cette slide, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés de pénétration des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, qui pour 2020 était de 23%, on a un retard puisque à cette période-là, on avait atteint l'objectif qu'à 19,1%, et ce qui représente, pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, un déficit d'énergie de 64 TWh. Et qu'est-ce que ça représente, 64 TWh? C'est l'équivalent de 20% de la consommation industrielle de notre pays. Donc, quand on voit le stress
qu'on a vécu à l'hiver dernier et qu'on continuera certainement, et qu'on revivra vraisemblablement à nouveau pour les hivers suivants, en termes de risque de pénurie d'électricité, de risque de blackout, etc., même s'il faut relativiser tout ça. On se rend compte que finalement, si on avait atteint l'objectif en termes de pénétration de renouvelables dans notre mix, le stress serait vraisemblablement moins élevé puisqu'on bénéficierait de 20% de plus en termes de consommation industrielle. Juste pour rappeler un peu les ordres de grandeur. On a d'autant plus l'obligation d'accélérer les choses qu'en Europe, pendant ce temps-là, ils ne nous attendent pas, ils avancent. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens, donc je vous ai rapidement remis l'objectif qui d'ailleurs est en train d'être réactualisé au niveau européen et qui démontre en fait une sorte de consensus européen et donc mondial sur la nécessité de développer massivement les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit électrique ou non électrique en Europe. Pendant ce temps-là, j'ai pris l'exemple de l'Allemagne parce que c'est vrai que c'est un voisin direct qui a fait des choix de mix et des choix politiques différents il y a un certain nombre d'années. On est en capacité aujourd'hui, après une bonne quinzaine d'années, d'en dresser un bilan. Et donc vous avez des schémas qui montrent la transition qui est en cours chez eux, avec évidemment des avantages et des inconvénients. Mais quand on reprend les deux principaux objectifs que j'ai énoncés en début de séminaire, qui est la décarbonation et la neutralité carbone, on voit que la part de consommation des fossiles a substantiellement été réduite depuis 15-20 ans en Allemagne, et c'est notamment lié au développement des énergies renouvelables dans ce pays-là. Un autre exemple de prise en compte, de prise de conscience peut-être plus avancée chez nos voisins allemands, c'est sur le développement de l'éolien en mer. Nous, en France, on vient juste, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais on vient juste d'instaurer, de se mettre d'accord sur le principe d'une cartographie de l'éolien en mer sur les côtes françaises. En Allemagne, ils y ont déjà bien avancé, puisque non seulement ils se sont mis d'accord sur le principe de réaliser une telle cartographie, mais ils l'ont réalisé déjà, puisqu'elle est affichée à l'écran ici, et elle est assez claire sur le fait que le potentiel existe, avec des efforts à faire, avec certains paris technologiques à mettre en œuvre, mais en tout cas, ils ont une visibilité qui permet de rassurer à la fois les filières industrielles, les acteurs économiques, mais également les parties prenantes, les autres usagers de la mer, par exemple les pêcheurs et d'autres usagers de la mer, puisque c'est ça le principal enjeu, c'est la coexistence entre les différents usagers de la mer. J'y reviendrai également quand on parlera de la France. Alors là, j'insiste peut-être plus particulièrement sur cette slide parce qu'en fait, on a souvent tendance à reprocher l'intermittence des ENR électriques en France ou leur variabilité, ce qui n'est pas contestable en soi, mais on s'aperçoit que finalement, avec le schéma de droite, qui représente deux courbes, la courbe verte, c'est l'augmentation des énergies dites intermittentes, et la courbe verte et la courbe violette, c'est le nombre d'occurrences de déstabilisation du système électrique. Et on s'aperçoit qu'en fait, contrairement à ce qu'on entend souvent dans les médias ou ce qu'on pourrait être intuitivement amené à penser, c'est la pénétration des énergies renouvelables électriques a été assez fortement développée en Allemagne, comme on peut le voir avec la courbe qui monte. Et concomitamment, celle qui correspond aux occurrences de déstabilisation du système électrique est réduite. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on augmente le taux de pénétration des ENR électriques dans le système électrique d'un État, en l'occurrence ici l'Allemagne, qu'on déstabilise encore plus le système. Et en Allemagne, avec, comme vous le savez, ils ont beaucoup moins
capacité d'énergie nucléaire. Donc, c'est d'autant plus impressionnant, je pense, de ce point de vue-là. Bon, rapidement, les objectifs dans le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à vouloir mettre le paquet, si je puis me permettre, sur ce sujet-là. Il y a des objectifs très importants qui sont partagés, qui sont mis en œuvre par les autres pays au-delà de l'Europe. Donc, je pense en particulier évidemment aux États-Unis et à la Chine, mais pas seulement. Et là, si on veut continuer à prendre, si on ne veut pas louper le train, notamment sur le plan du développement industriel et donc du coup de la création de valeur, on est clairement mis un peu au pied du mur pour pas se laisser complètement déborder par nos pays voisins et plus lointains mondiaux. J'avance un peu vite Jérémy, sur les objectifs. Ouais. Juste une petite question, parce que sinon on va la perdre par rapport à ce que vous montriez tout à l'heure sur Oui. la croissance des ENR et les pics de déstabilisation des réseaux. Comment on expliquait les pics justement de 2017 et 2018 sur le schéma précédent? En Allemagne? Oui. Je pourrais pas répondre à cette question. Je ne sais pas en fait. Il faudrait que je regarde cette évolution-là 2017-2018. C'est vraisemblablement lié à des conjonctures ponctuelles, mais j'ai pas la réponse. Ok. De toute façon, pas de souci. Et je le dis d'ailleurs pour les gens à qui qu'on pourrait pas relayer. On va mettre le compte rendu dans une partie qui est un forum en fait où on peut poursuivre les questions-réponses. Et du coup, peut-être qu'on copiera cette question dans cet espace forum et que vous pourrez y revenir pour y apporter une petite explication. Je vous laisse continuer. Tout à fait. Merci beaucoup. J'avançais un petit peu vite sur les objectifs pour arriver vite dans le cœur du sujet. Donc, juste, je rappelais les objectifs de la PPE, alors la fameuse feuille de route énergétique de la France, hein, qui est quinquennale et décennale, enfin qui fixe des objectifs à 5 ans et qui est sur le point d'être remis sur le tapis. Donc ça fait vraiment partie des gros enjeux à la suite de la publication de la loi des ENR. Notre prochain gros chantier, c'est évidemment de faire en sorte que lors de la prochaine PPE, on puisse avoir des objectifs qui soient autant ambitieux que ceux qui existent, et puis qu'ils le soient plus pour les filières qui, à l'époque, n'avaient pas été suffisamment bien loties, je pense en particulier au gaz renouvelable et à d'autres énergies marines renouvelables que l'éolien en mer, notamment l'hydrolien, mais j'y reviendrai. Donc voilà, sur la chaleur, vous avez les objectifs. J'ai pas envie non plus de vous perdre trop dans les chiffres. Vous avez vous aurez la présentation de toute façon. Bon, l'enjeu industriel, j'en ai parlé déjà. Hein. L'idée, c'est vraiment d'éviter ce qui s'est passé sur le solaire photovoltaïque, avec une mainmise très importante par la Chine dans la fabrication des différents composants. Donc ça, je pense que la prise en compte, elle est réelle de la part en tout cas du gouvernement actuel. Moi, j'espère que ce sera un sujet qui transcendra les points de vue politiques, mais il existe des réflexions en cours en vue du dépôt d'un projet de loi dit industrialisation verte, et où là, on attend beaucoup de la part de l'État, mais aussi du Parlement, pour qu'on ait un texte qui soit très ambitieux sur ce qu'on appelle la relocalisation ou de nos industries. Alors, le sujet industriel, il est évidemment bien plus large que seulement sur les ENR, hein. Mais l'idée, c'est vraiment de reprendre la main. On parle de recouvrir une souveraineté économique, industrielle, etc. Donc, on a un enjeu derrière, évidemment, de souveraineté, mais également d'emploi. Et donc voilà l'enjeu sur ce sujet-là, qu'on a évidemment dans le viseur. Alors, nous, au syndicat, on a aussi
le sujet de sortir d'un débat parfois un peu trop simpliste entre nucléaire et renouvelable. Pour nous, on s'inscrit complètement dans la dynamique qui consiste à jouer sur les trois principaux leviers de décarbonation, qui sont évidemment l'effort de sobriété, qu'on est chacun amené à faire, même à titre individuel et puis plus collectif. Le nucléaire, lui reconnaître des défauts, mais également des avantages. C'est sûr que c'est une énergie décarbonée. Et puis évidemment, surtout les énergies renouvelables. On est au nom du syndicat des énergies renouvelables mandaté pour faire en sorte que ces énergies-là se développent de plus en plus. Avec tous les leviers possibles. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'on se retrouve devant un combat commun qui est, encore une fois, la neutralité carbone. Donc voilà, nous on s'appuie beaucoup sur les travaux de RTE, le gestionnaire de réseau, qui en fin d'année dernière a publié un rapport, le fameux rapport Futur énergétique 2050, qui présente un certain nombre de scénarios dans lesquels des trajectoires sont présentées, trajectoire de pénétration du mix électrique à 2050. Et on se rend compte que quel que soit, le principal enseignement de ce rapport, qui est substantiel, est que quel que soit finalement le scénario qui sera retenu, avec plus ou moins de nucléaire dans le mix, de toute façon, il faudra à moyen terme développer massivement les énergies renouvelables électriques, que ce soit l'éolien en mer, bien sûr, le solaire photovoltaïque, mais aussi l'éolien terrestre. Et donc voilà, je pense que c'est une manière finalement de ce type de données d'objectiver le débat et de pouvoir du coup s'appuyer sur des données vraiment solides de modélisation de notre mix pour avancer sur ce sujet-là. Donc voilà, avec le sujet de la décarbonation de l'économie, le principal objectif, ça va être effectivement de augmenter en électrification des usages, puisque l'électricité, en tout cas en France, est très majoritairement décarbonée, et qu'il faut certainement surtout mettre le paquet sur la décarbonation des autres secteurs, donc en l'occurrence la mobilité, le transport, mais aussi l'industrie. Et c'est en électrifiant ces usages qu'on va y arriver. Donc voilà quelques grands chiffres à retenir pour couvrir les besoins. Aujourd'hui, l'électricité couvre 25% de notre mix. L'objectif est que ça couvre 50% de nos besoins énergétiques. Et ne pas oublier les 45% restants qui ne pourront pas être couverts par des sources renouvelables électriques. Donc on en revient au débat de la chaleur renouvelable, donc l'importance également, la nécessité de développer également les sources d'énergie renouvelables non électriques, donc en l'occurrence le biocarburant, le bois énergie et évidemment le gaz renouvelable. Donc on va à la fois jouer sur la sobriété pour réduire notre consommation, mais en même temps augmenter l'électrification et donc du coup notre consommation. Donc au final, on va réduire en tout cas, à en suivre la trajectoire de référence de RTE, on va au final réduire de 40%, en tout cas c'est l'objectif pour atteindre la neutralité carbone à 2050, passant de 1600 TWh de consommation aujourd'hui à 930. Donc ça veut dire qu'il y a un effort important d'électrification, comme je disais, de nos usages sur l'ensemble des secteurs de l'économie. Voilà, à mon avis, c'était important de rappeler ces enjeux. J'ai pas pris beaucoup de temps, j'ai essayé pour aller au cœur des choses. Alors, l'une des manières d'y arriver, encore une fois, c'est évidemment d'accélérer sur les renouvelables. La loi d'accélération de la production des renouvelables, donc, qui a été publiée il y a 5 jours, était très attendue par la filière. C'est en fait unique qu'un texte soit spécifiquement et uniquement consacré à la production des ENR depuis qu'elles existent, c'est-à-dire depuis à peu près 15-20 ans. Bon, j'ai mis cette slide pour faire une petite incidente, on va dire politique, mais j'ai déjà évoqué
Ça, c'était juste pour mettre nos différents responsables politiques devant leurs responsabilités. Ben, j'ai souligné que lors des débats, un certain nombre de crispations ont pu être constatées, si bien que, au final, on arrive à un texte de compromis qui doit être salué, mais dont on aurait aimé, en tout cas du point de vue du CER, hein, qu'il soit un petit peu plus ambitieux. Alors, c'est pour ça que la suite de la présentation, j'ai pas voulu non plus apparaître comme étant trop, on va dire, simple, et que la présentation que je vous fais aujourd'hui soit trop scolaire. Pour moi, il était important de présenter les choses en mettant toutes les dispositions qui sont incluses dans cette loi en 3 catégories. Des avancées, parce que il en existe quand même, heureusement, des reculs, donc fruit des compromis politiques, hein, et puis des occasions manquées. Pour moi, c'était important de vous faire une présentation plutôt qualitative et pas uniquement une succession de dispositions filière par filière, qui aurait été un exercice un petit peu rébarbatif. Je rappelle rapidement le calendrier. Hein. Voilà, donc dépôt du texte en septembre dernier, et puis toute la navette parlementaire qui a donc abouti à la publication de cette loi la semaine dernière, avec cet élément de calendrier important qui a joué un petit peu, c'est la décision du Conseil constitutionnel, puisque cette loi, après avoir été promulguée fin février, a fait l'objet de 2 recours de partis d'opposition devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a partiellement validé l'ensemble de la loi. Il a censuré un certain nombre de cavaliers législatifs qui, pour nous, nous paraissent assez mineurs, heureusement. Le Conseil constitutionnel a surtout validé 3-4 dispositions qui nous semblaient très importantes. Donc ça nous a rassurés. J'y reviendrai un petit peu plus tard quand on viendra au fond du texte. Ce qui a été censuré et ce qui nous dérange un petit peu, c'est sur 2 points. C'est considéré comme des cavaliers législatifs. C'est une ambition affichée sous la forme d'un rapport concernant des investissements nécessaires sur les ports. Alors c'est vrai que c'était pas une disposition très opérationnelle, c'était plus un article d'appel, on va dire, un article qui obligeait le gouvernement sous un certain délai à prendre un certain nombre de recommandations pour le développement économique des ports maritimes, pour justement accélérer leur transition écologique, énergétique. Et cette disposition a été considérée comme un cavalier législatif. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus substantiel. Le deuxième point qui a été censuré, qui est un petit peu gênant également, c'était sur le développement et la facilitation de l'autoconsommation collective. Parce que c'est vrai que l'autoconsommation collective, individuelle et collective, sont des sujets qui montent beaucoup. On pense beaucoup à l'énergie solaire, hein. Donc mettre des panneaux solaires sur ses toits, sur sa toiture, que ce soit en individuel ou en collectif. Et ce qui nous remonte, nous, au syndicat, c'est que ce sont des processus qui sont très très compliqués, très complexes, très réglementés. Et il y a une disposition qui permettait d'améliorer un peu les choses, de clarifier juridiquement qui était à la manœuvre sur ces sujets-là. Et ça a été considéré comme un cavalier législatif, et donc ça a été censuré. C'est un peu regrettable, mais bon. Alors là, on rentre dans le cœur du sujet. Alors, quelles sont pour nous les avancées? Et ça va vous concerner à titre principal. Évidemment, c'est la définition du rôle des élus locaux. Il y a eu beaucoup de débats sur le sujet, avec en ligne de mire ce fameux droit de veto des maires, en particulier visant l'éolien terrestre. Le gouvernement, et à force de compromis avec les différents partis politiques qui ont discuté la loi, ont abouti en fait à un dispositif qui est assez complexe à mettre en œuvre, et qui va consister à créer des zones d'accélération, et qui donc commence maintenant avec un schéma assez compliqué, mais qu'on a essayé nous au CER de décortiquer.
donc voilà, je vous laisserai regarder ça à tête reposée, mais en gros, il faut retenir que ce dispositif de zone d'accélération, de détermination de zone d'accélération, il s'inscrit dans un délai théorique compris entre 11 et 19 mois, en fonction des différentes étapes. La première étape, ça va être la mise à disposition d'informations, de cartographie et d'enjeux par l'État à différentes collectivités, donc des communes et les EPCI essentiellement. D'après ce que je sais, ça devrait prendre la forme d'un portail internet et qui, d'après la loi, devra être mise en publicité, enfin mise à disposition du public et en particulier des collectivités concernées sous 2 mois après la promulgation de la loi. Donc le compte à rebours est lancé. Et donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être pendant 6 mois que les collectivités concernées devront, à partir de ces informations-là, définir leur zone dite d'accélération, au sein desquelles, en théorie, le développement des projets ENR devra être facilité. Facilité en termes de délai d'instruction, notamment, mais pas seulement. Et donc, tout ce dispositif est, on va dire, orchestré par la création d'un référent préfectoral qui sera à la manœuvre pour piloter tout ça également, évidemment en concertation étroite avec les collectivités locales. Vous avez aussi l'étape qui consiste à obtenir l'avis du CRE. Alors le CRE, c'est donc le Conseil régional de l'énergie qui a été mis en place également concomitamment à la loi, via la loi climat résilience, et qui est en cours de constitution. Donc tous ces acteurs vont interagir pour l'élaboration des zones d'accélération, avec un dispositif assez complexe où au syndicat on a encore aujourd'hui du mal à comprendre l'articulation. Donc on est dedans, on est un petit peu à essuyer les plâtres de ce dispositif. Ça a été finalement la contrepartie à la nécessité de redonner la main aux exécutifs locaux sur la manière d'organiser à l'échelon local leur cartographie énergétique, si je puis dire, même si c'était déjà possible en théorie via des outils d'urbanisme classiques, comme Pluie et le SCOT. Mais ça a été un moment important, je pense, sur le plan politique pour redonner la main dans ce sens-là. Donc voilà, j'imagine qu'il y aura pas mal de questions sur ce sujet-là. Je ne veux pas faire ma présentation uniquement sur le processus d'identification des zones d'accélération. L'enjeu pour nous et pour les entreprises que nous représentons, c'était de faire en sorte que l'instauration de ces zones d'accélération n'aboutisse pas à des zones d'exclusion. C'est-à-dire qu'on puisse pouvoir continuer à développer des projets d'ENR en dehors de ces zones. Et ça, c'est un objectif qui a été atteint avec la possibilité de le faire donc en dehors de ces zones, sous certaines conditions. Et du coup, la contrepartie à cette contrepartie a été la possibilité pour des élus d'interdire, mais c'était déjà le cas en théorie, certaines activités au sein de leur zonage. Jérémy, comment souhaitez-vous procéder? Parce que là, j'ai déjà une première salve de questions sur cette On peut s'arrêter là de la mise à disposition. Oui, on peut s'arrêter là si vous voulez, Julien. Et on fait un petit stop, on répond aux questions, et puis ensuite, je peux avancer. Ok, ça va. Du coup, l'identification, là, j'ai une question d'Emmanuel. L'identification des zones se fera par les communes ou par les EPCI? Par les deux, en fait, par les communes et par les EPCI. En fait, à partir du moment où les informations sont, après le fameux délai des 2 mois, et donc à compter de la mise à disposition des informations par l'État, c'est les communes, principalement, qui identifient par délibération du conseil municipal les zones d'accélération après concertation du public.
et les transmettre au référent préfectoral, le référent préfectoral que j'ai évoqué dans ma présentation. Ensuite, en parallèle, il y a l'organisation d'un débat, donc c'est cette fameuse conférence territoriale, voilà, je cherchais le terme, qui est organisée et qui, elle, se tient au sein de l'EPCI. Donc en fait, c'est vraiment, c'est les communes à la base, et ensuite, en parallèle, il y a cette conférence territoriale qui est menée au sein des EPCI. Ok. En tout cas, c'est ce que je comprends du texte, hein. Encore une fois, je me mets vraiment pas dans une optique de formateur. Je suis là, comme vous, à essayer de décrypter un texte compliqué. C'est notre compréhension de la chose. Comme vous, j'attends aussi beaucoup de la part de la DGEC pour avoir des instructions plus précises et voir, et puis on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, de notre décryptage, c'est ce qu'on comprend. Ok. Et sur le cadastre solaire qui est évoqué sur donc la partie gauche de la slide, donc est-ce qu'il va être fourni aux collectivités et il va être réalisé par qui? C'est une question de Pauline. Alors, le cadastre, comment dire? Le cadastre solaire, il est censé effectivement être transmis pendant ce délai de 2 mois, donc par l'État. Mais je suis pas certain, d'après les dernières informations que j'ai, que ça puisse être complètement exhaustif, enfin que ça puisse être complètement fait partout dans ce délai-là. Mais en tout cas, il est censé alimenter la documentation qui est censée être transmise pendant ce fameux délai de 2 mois. Et c'est par l'État. Ok, merci. Une question d'Audrey. Chaque zone d'accélération est-elle définie pour une ENR particulière ou pour toutes les ENR? Pour toutes les ENR. Le travail sur l'éolien terrestre a déjà été fait parce que l'ancienne ministre Pompili avait demandé il y a maintenant 2 ans par une instruction qui porte son nom la réalisation de telle cartographie d'enjeux. Donc quelque part, j'ai compris que finalement l'EDREAL allait reprendre ce travail et donc quelque part on peut considérer qu'il est plus ou moins fait déjà sur l'éolien terrestre. En revanche, sur les autres filières, il est à faire. Mais il est à faire sur l'ensemble des énergies renouvelables, et d'ailleurs pas juste sur les ENR électriques. Ok, merci. Une question de Lucie. Est-ce que le lien avec la compatibilité des documents d'urbanisme et notamment le PLU est-il précisé? Est-ce que le lien avec la compatibilité du PLU... Alors, il y a des dispositions qui encadrent le processus d'identification des zones, dont j'ai essayé, avec le schéma que vous avez, de comprendre les choses. Et on a également toute une autre partie du texte concerné par la loi qui précise l'articulation entre ces zones et la manière dont les collectivités devront les articuler avec leurs propres documents d'urbanisme, dont le PLU. Mais là, ça nous amènerait sur des discussions très, très complexes, parce qu'il faut distinguer entre les collectivités qui ont un PLU, celles qui n'en ont pas, celles qui ont délégué ça à un EPCI, etc., etc. Donc, c'est assez complexe. J'avais une autre slide sur ce sujet-là que j'ai décidé de ne pas mettre finalement, parce que là, potentiellement, on serait rentré dans des explications très, très compliquées de droit de l'urbanisme. Mais donc, pour répondre à la question, oui, le lien, il est précisé dans le texte. Il faut le regarder avec attention. Et si vous êtes d'accord, je pourrais donc faire une V2 que je vous enverrai, Julien, où je rajouterai cet élément-là d'information. Super, parfait. Alors, est-ce que toutes les communes de France sont concernées? Sinon, quels critères pour la définition des zones? C'est une question d'Emeric. Alors, toutes les communes de France sont concernées, oui. D'accord. C'est une loi qui a un périmètre national. Et j'ai pas compris la deuxième partie de la question. Sinon, quels critères? Pardon. Donc en fait, elle ne s'applique pas à cette deuxième partie de questions. Une question de Véronique Thierry qui est assez large. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais que contiendront comme info les zones d'accélération identifiées par les territoires?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des zones dans lesquelles les projets de NR seront autorisés, et à partir du moment où ils seront autorisés et prévus, ils pourront bénéficier de certains avantages, c'est-à-dire réduction de délai d'instruction, et également pour inciter en fait les acteurs économiques à venir s'implanter là, la possibilité d'avoir des modulations tarifaires, typiquement pour l'éolien, c'est-à-dire si les zones qui ont été identifiées par les communes sont considérées comme économiquement un petit peu moins intéressantes que d'autres, par exemple, il y a moins de vent, par exemple, il y aurait la possibilité d'une incitation via les appels d'offres de la Creux sur le sujet. Il y aura, deuxième élément, la possibilité... donc voilà les informations qui sont contenues dans ce zonage-là. Okay. Oui. Pardon. Non, je vous prie. Je pensais que vous aviez fini, Jérémy. Non, c'est bon. Ok, bon. Est-ce qu'il y aura lié à chaque zone d'accélération des objectifs de production de NR? C'est une question de Véronique qui était aussi qui était l'autrice de la question précédente. Alors en fait, cet exercice d'identification de zones, il est lié avec les objectifs régionalisés de la PPE. Alors pour l'instant, c'est des objectifs qui sont dans les SRADET. Mais vous savez qu'en parallèle, il y a un travail, c'est là que c'est un peu compliqué, c'est qu'on a, la loi Climat et Résilience a instauré le principe de régionalisation de la PPE, c'est-à-dire que la PPE est en cours de refonte, et au plus on va arriver à des objectifs nationaux, et ça va être le rôle du Creux de régionaliser les objectifs de la PPE au niveau régional. Il faudra que les objectifs régionaux puissent être remplis par l'instauration de ces zones d'accélération. Et d'ailleurs, il est prévu dans le dispositif que si les zones d'accélération qui sont remontées au référent sont considérées comme non suffisantes pour l'atteinte des objectifs, c'est à droite du schéma, le référent revient et redemande aux communes de revoir leur copie pour que les objectifs soient atteints. Alors, on a des remarques de pas mal de gens là, qui seraient fans d'un deuxième webinaire ou de plus d'infos encore pour parler de ces questions d'intégration par rapport aux lois de l'urbanisme et de l'aménagement. Ensuite, comment et qui va travailler la cohérence d'ensemble au moment du rendu de l'avis Creux, si rééquilibrage nécessaire entre territoire et entre types de DNR, et également travailler à la complémentarité entre types de NR. Je livre la question un peu comme elle a été écrite. Moi, je comprends que c'est au niveau du préfet. Ok. Que ça revient au niveau du préfet et que l'État, dans son rôle de planificateur, entre guillemets, de la politique énergétique de la France, donc, dans la main. Donc, il y a une manière on va vers la décentralisation de cette politique énergétique, mais que tout ça doit s'inscrire dans un schéma cohérent de politique nationale. Donc, on est à la fois dans un système, je ne vais pas faire de la philosophie du droit, mais on est à la fois dans un système jacobin girondin, c'est-à-dire que on a cette loi sur cette disposition-là procède d'une décentralisation dans la détermination des objectifs énergétiques, mais où au final on s'inscrit quand même dans une politique nationale régalienne de l'énergie. Donc on est vraiment, c'est quelque part un dispositif complexe qui illustre le fait qu'on a essayé de mettre un curseur entre une politique ultra centralisée et au contraire donner la main aux collectivités locales, parce que ce sont des énergies de territoire, et ça peut pas se faire évidemment sans une détermination par les populations locales, les exécutifs locaux, etc. Je réalise, Jérémy, qu'on est à mi-chemin de ce webinaire et j'imagine qu'il y a d'autres choses à dire. Je propose donc pour l'instant, il y a plein de questions.
de les mettre pour l'instant un peu de côté et de poursuivre un peu le contenu, quitte à après mettre les questions sur le forum où il y aura le compte rendu et d'y répondre dans un deuxième temps. Très bien, merci. Alors, une autre avancée que nous saluons, évidemment, c'est ce que je disais, c'est dans le suivi de l'avancement de la politique énergétique de la France, avec donc ce référent préfectoral qui est quand même censé coordonner un peu tout ça, mais aussi et surtout l'instauration d'indicateurs communs de suivi qui sont rendus publics et qui est un dispositif qui est prévu par la loi et qui est censé justement aider au pilotage de cette politique énergétique avec un certain nombre d'informations qui devront être prévues, comme par exemple le nombre de projets en cours d'instruction, le nombre d'autorisations refusées, les motifs de refus, les délais moyens d'instruction, etc. Ça peut paraître étonnant, mais ces informations de manière agglomérée et nationale et claire ne sont pas accessibles pour l'instant. On a des petites bribes par-ci par-là, il y a des bases de données qui existent, pilotées par la DGPR, pilotées par la DGEC, mais il y a rien de très cohérent et globalisé dans tout ça. Donc le fait d'avoir des indicateurs communs de suivi qui sont rendus publics permet justement d'illustrer l'ambition du texte sur le suivi de la politique énergétique. Donc ça, on considère que c'est une avancée. Autre avancée, la reconnaissance sous condition de la raison impérative d'intérêt public majeur. Alors ça, c'est un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions lors des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors c'est quoi la raison impérative d'intérêt public majeur? Là, on est dans le champ de la préservation de la biodiversité. La RIPM, la raison impérative d'intérêt public majeur, est une des 3 conditions nécessaires pour obtenir une dérogation de destruction d'espèces protégées. Donc, l'idée, c'est que, le sujet est le suivant. Quand un producteur, un porteur de projet, a un projet à tel endroit, il va faire une étude d'impact, et notamment, il va y avoir un volet environnemental assez important, où il va identifier le type d'espèces, que ce soit d'ailleurs la faune, la flore, voire la vie-faune, présents sur le site potentiel d'implantation de son projet. Et en fonction de ce qu'il trouvera, par le biais de son bureau d'études, la loi lui imposera de demander des dérogations de destruction d'espèces protégées. C'est très cadré, c'est très normé, c'est instruit, et celui qui a le dernier mot, c'est le préfet. Pour obtenir cette dérogation, il est obligé de démontrer, de remplir 3 conditions. Absence de solution alternative satisfaisante, continuer de démontrer que ça ne met pas en risque de manière substantielle, c'est pas les bons termes, mais la biodiversité, et démontrer que son projet s'inscrit dans une raison impérative d'intérêt public majeur. L'idée, parce qu'on le voit au quotidien, c'est que c'est très difficile du coup de remplir ces trois conditions-là. Et l'idée, pour accélérer l'obtention de cette dérogation, ou plutôt pour la rendre un peu plus facile, c'est-à-dire de faire sauter une des 3 conditions, une condition sur 3 pour obtenir cette dérogation, était de faire en sorte qu'il y ait une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur pour ne plus avoir à faire la démonstration que des 2 autres conditions. Ça, c'était un dispositif, une proposition utile pour les petits projets qui ne peuvent pas toujours faire la démonstration qu'ils s'inscrivent dans un projet d'intérêt public majeur. C'était vraiment pour ça, de manière pragmatique. Il y a eu beaucoup de débats. Finalement, ça a été accepté, c'est-à-dire ça a été instauré. Mais le texte, et d'ailleurs ça a été considéré comme conforme à la Constitution, dans la décision du Conseil constitutionnel que
j'ai mentionné déjà. Et le texte final prévoit l'intervention d'un décret d'application pour préciser les conditions d'application du texte. C'était une manière de compromis par le gouvernement pour que le texte soit finalement voté, parce que c'est une disposition qui avait fait l'objet de beaucoup de débats. Nous considérons au CERF, même si on aurait aimé que cette présomption soit sans condition et ne renvoie pas nécessairement à un texte d'application, on considère que c'est quand même une avancée. Et maintenant, on attend le décret d'application du texte. Pour information, on a, alors, à une ou deux erreurs près, on a compté 56 textes d'application de cette loi, donc des décrets ou des arrêtés, mais essentiellement des décrets. Donc on a du pain sur la planche pour travailler avec les services de l'État sur l'élaboration de ces décrets d'application. Autre avancée, c'est la création d'un fonds de garantie pour construire des projets qui sont sous recours. Vous savez qu'en fonction de certaines filières, il y a beaucoup de recours contentieux qui sont exercés contre tel ou tel projet, sur la méthanisation, sur l'éolien terrestre, évidemment. Donc du coup, la loi permet la création d'un fonds de garantie qui serait abondé par l'État et ensuite alimenté par les porteurs de projets qui le souhaitent, et qui permettent de sécuriser un peu les porteurs de projets qui, même si leur projet a des recours contentieux, qui puissent quand même commencer la construction, avec le risque qu'au final, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, le juge administratif dise bah non, finalement, le projet était illégal, donc annule la décision d'autorisation, et du coup, que le porteur de projet soit obligé d'arrêter, et donc du coup, pour l'indemniser, comme une assurance, il y a la création de ce fonds de garantie. Alors, donc ça, ce dispositif avait également été contesté par certains partis d'opposition au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel considérait que c'était conforme à la Constitution. Ce sujet-là, cette disposition, est la première pour laquelle nous avons été consultés sur un projet pas sur un projet, on n'a pas encore eu de projet de décret, mais c'est sur ce sujet-là que les services de l'État sont revenus vers nous récemment pour nous dire de commencer à travailler dessus. Voilà, donc, pour information, on est en train de réfléchir à la manière dont ce fonds pourrait être organisé en termes de gouvernance, en termes de dispositifs, etc. Autre avancée sur un sujet assez technique, mais très important pour nous aussi, c'est les sujets de raccordement au réseau électrique, Enedis RTE, où là, c'est pareil, ça répond à des conditions techniques et administratives très compliquées, etc. Et donc là, le sujet était de pouvoir mettre un petit peu d'huile dans les rouages là-dessus. Et on a obtenu 2 choses. La première, c'est l'autorisation à prévoir par ordonnance, que le gouvernement puisse prévoir par ordonnance différents dispositifs de simplification des processus de schéma de raccordement, les fameux S3RENR. Et la deuxième chose qu'on a obtenue, c'est ce que j'ai mis à l'écran, c'est la possibilité de prévoir une mise à jour périodique des schémas pour tenir compte de l'évolution des dynamiques de raccordement, parce qu'en fait, sinon, il fallait attendre jusqu'à présent 2, 3, 4 ans, de manière fixe, pour le remettre à jour en fonction des projets qui arrivent dans le territoire. Là, vraiment, c'est beaucoup plus périodique pour adapter, en fait, le schéma et anticiper les efforts de renforcement du réseau par Enedis et RTE à la dynamique de développement de projet. Quelques questions, Jérémy, puisqu'on arrive à la fin des avancées. Oui. Est-ce que le R2IPM dispense-t-il de la démarche éviter, réduire, compenser qui est traditionnellement appliquée? Rien à voir. Rien à voir. La démarche ERC, de toute façon, elle s'impose quoi qu'il en soit. Okay. C'est vraiment deux régimes différents. Là, sur la RIPM, on est vraiment sur une des 3 conditions pour obtenir une dérogation de destruction d'espèces protégées. Ensuite, les mesures ERC, de toute façon, elles sont prévues obligatoires. On est dans le cas d'ICPE, on est dans le cas du Code de l'environnement, et le
porteur d'un projet, il est de toute façon obligé de mettre en place de telles mesures. Ok, merci Thibaut et Johnny. Et je suis assez d'accord avec eux, signalent que c'est certainement une avancée pour les ENR, mais certainement un recul pour la biodive qui est quand même lourdement touchée aussi par les activités humaines. Et du coup, la question de Thibaut est de savoir si on peut mettre des zones d'intérêt biodive, ZPF notamment, mais pas que, dans des zones d'exclusion. Zone d'intérêt biodive, ZPF, je pense que oui. Je pense que oui. À voir. J'imagine. J'ai pas la réponse précise, mais je pense que oui. Ok, donc encore une question qu'on pourra éclaircir sur le forum éventuellement. Oui, peut-être une remarque par rapport à ça, parce que là on était clairement dans quelques personnes qui ont été un peu choquées par cette histoire de contradiction finalement entre l'accélération des ENR et le recul de la biodive. Peut-être un sentiment à évoquer de la part du CER, j'entends. Du CER ? Du CER, oui. Nous, on voit pas enfin, on n'assimile pas développement des ENR à recul de la biodive. Je crois qu'on est. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est sur le fait que cette loi d'accélération, visiblement, permettrait d'avoir plus de latitude à développer dans des zones où la biodiversité est importante. Non, enfin, c'est pas l'idée, hein. C'est pas l'idée. Ok. Non, ouais. D'accord. Pour nous, le principal ennemi de la biodiversité, c'est le réchauffement climatique. C'est pas le développement des énergies renouvelables. Alors ensuite, encore une fois, les énergies renouvelables, ce sont des projets industriels qui sont parfois modestes en taille et parfois plus importants, et qui sont de toute façon encadrés dans une réglementation que vous connaissez tous mieux que moi, avec une multitude de codes et de règles qui s'appliquent. Et l'idée, c'est de trouver la bonne coexistence entre tous ces enjeux-là. L'enjeu de préservation de la biodiversité est aussi important que l'enjeu de développement des énergies renouvelables. Mais il faut juste réussir à les concilier correctement, quoi. Ok, on arrive dans le dernier tiers de ce webinaire. On a les reculs et les occasions manquées, je crois, à observer. Donc, deux sujets qui sont encore très intéressants. Il va falloir peut-être passer à la vitesse supérieure. Mais je continue à dire aux participants et aux participantes qui sont exceptionnellement nombreux aujourd'hui pour ce webinaire de continuer à poser leurs questions. On n'en mettra pas de côté, même si elles ne sont pas relayées tout de suite. Merci. Les reculs. Alors évidemment, ce qu'on a tout de suite vu, alors c'était un des risques identifiés dès le départ, c'est une nouvelle stigmatisation pour le développement d'éolien terrestre, qui au final, finalement, est une technologie ou une énergie qui s'en sort pas trop mal. Mais bon, donc quand on parle de nouvelle stigmatisation, c'est que la loi introduit donc un nouveau critère que les préfets devront prendre en compte pour l'octroi d'une autorisation environnementale, et qui sont les effets de saturation visuelle dans le paysage. Alors, c'est un mauvais signal, selon nous, hein, encore une fois, c'est selon nous, c'est une nouvelle accroche pour des contentieux qui, de toute façon, et là je nuance en fait ce que je dis, étaient déjà mis en avant systématiquement. Donc en réalité, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais quand même, je pense que le signal n'est pas très bon. Il était déjà possible à des opposants ou à des requérants qui contestent tel ou tel projet éolien de considérer que le dit projet procède à une saturation visuelle dans le paysage. Donc voilà, c'est pas révolutionnaire, mais
mais c'est pas un très très bon signal quand on s'inscrit dans une dynamique de nécessité de développer cette filière parmi d'autres. Ensuite, il y a un autre recul, c'est l'éloignement des éoliennes en mer. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas une des avancées sur l'éolien en mer, c'est justement, mais je l'ai déjà évoqué, c'est que la loi instaure un jalon calendaire pour l'élaboration des cartographies éoliennes en mer et qui permettra ensuite derrière de développer les volumes nécessaires pour atteindre l'objectif du développement de l'éolien en mer. Donc ça, c'est une avancée que j'ai oublié d'évoquer, mais en tout cas, on l'a clairement en tête et ça, on l'a salué dès le départ. La contrepartie, c'est que le texte impose aussi que les éoliennes en mer soient en priorité installées en zone économique exclusive, c'est-à-dire au-delà de 12 000 des côtes. Or, ça a un impact sur la perception par les collectivités locales, littorales, d'une taxe, la taxe éolienne, qui du coup sera versée directement au budget de l'État et qui sort des budgets des principaux concernés. Donc ça nous, enfin, on considère que c'est assez regrettable vu les montants en jeu, mais telle a été la volonté du législateur. Troisième recul, c'est que la loi instaure un régime d'exception pour le développement du solaire en zone forestière. Je me rends compte que j'ai oublié de parler de certaines avancées, mais parce que c'est vrai que sur le développement du solaire au sol, il y a eu une ouverture pour des facilitations de développement de cette filière aux abords des axes routiers, autoroutiers, sur certaines friches en loi littorale, etc., etc. Donc, il y a eu une véritable ouverture pour le foncier solaire là où c'est possible de le faire, avec également une obligation de solarisation des parkings et également une augmentation des objectifs de développement du solaire en toiture sur des bâtiments résidentiels et non résidentiels, dispositif qui avait déjà été voté par la loi climat résilience, mais qui a été renforcé avec la loi de protection des ENR. Donc le solaire, que ce soit en toiture et au sol, bénéficie également de dispositions ambitieuses pour son développement. En revanche, et c'est là où nous on a considéré que c'était un recul, c'est qu'il y a la mise en place d'un régime d'exception pour le solaire en zone forestière. Alors, ce qu'on conteste, c'est que c'est pas le fait qu'il y ait une manière de que ce soit un dispositif qui soit soumis à autorisation. C'est-à-dire que quand on veut développer du solaire en zone forestière, jusqu'à présent, on a la possibilité de demander des autorisations de défrichement. Et ça, c'est un dispositif d'instruction sur la base d'une étude d'impact environnemental, etc., avec des objectifs de compensation, souvent 1 pour 3. C'est-à-dire que je te coupe 3 arbres, mais je m'engage derrière à t'en replanter 15 ou 20. Mais il y a toujours une instruction et il y a toujours la possibilité pour l'État de dire non à la fin. Mais là, ce qu'instaure la loi, c'est qu'elle empêche de demander l'autorisation de faire. C'est-à-dire que là, c'est même pas la peine de demander, ce sera non. Et ça, c'est ce principe-là, le régime d'exception. Alors même que c'est possible de le faire sur d'autres filières, qui sont d'autres activités humaines qui sont potentiellement néfastes pour la forêt, etc. Donc c'est ce sujet-là qui, pour nous, était presque une question de principe. C'est-à-dire que en disant ça, il est hors de question de dire qu'on veut faire du solaire en rasant toutes les forêts, mais simplement que sur certaines zones à proximité de forêts d'exploitation, liées à la sylviculture, etc., on peut peut-être essayer de parler et de voir comment ça peut s'intégrer correctement. Mais là, non, on peut plus, c'est fini. Donc ça, voilà, c'est pour nous, de notre point de vue,
et au regard des enjeux du développement de la filière solaire, considéré comme un être humain. Je continue, Julien. Oui, alors toutefois, je tiens à relayer la voix des nombreuses personnes qui ne considèrent ça absolument pas comme un recul. Et le débat est fort, Bien les sûr. invectives sont là. Enfin, les invectives, j'exagère, non. Mais Heureusement en que les tout micros cas, sont coupés alors. non, mais ça pianote et ça pianote sec pour dire que voilà. Mais bon, de toute façon, on le sait très bien sur le bois énergie, sur tout ça, il y a le débat est chaud. Et voilà quoi. Mais bon, du coup, je vais pas faire remonter toutes les questions si on va rentrer dans un débat sans fin. Et c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Regardons un peu ce que vous estimez être les occasions manquées. Et puis essayons de clôturer ce webinaire avec quelques questions plus factuelles. D'accord. Okay. Même si j'ai rien contre le fait que nos participants et participantes expriment leurs opinions, je tiens à le dire. Oui, non, mais en même temps que vous parlez, du coup, je prends le temps de regarder aussi les remarques et les questions et je comprends. Voilà, moi, je vous expose, si vous voulez, le point de vue du CER sur ce sujet-là, le point de vue de la filière solaire. Quand on place ça dans les objectifs, ça permet aussi de relativiser un petit peu les choses. Mais moi, aucun problème pour poursuivre le débat de toute façon ou les discussions. Alors enfin, pour pas être trop long, parce que je vois qu'il est déjà 13 heures passées, les occasions manquées. Alors les occasions manquées, c'est ce que je disais au préalable, c'est-à-dire qu'on a en France une manière de résumer le débat énergétique en ne parlant que de 25% du problème. C'est-à-dire 25%, c'est la consommation électrique française. Plutôt la production électrique française qui est faite, la part du mix énergétique français n'est consacrée que de 25% par l'électricité. Or, on a encore évidemment toutes les autres filières et la nécessité de décarboner et de massifier le développement des filières non électriques. Et donc, en l'occurrence, en jouant sur la géothermie ou les gaz renouvelables. Bon, il existe qui sont des filières qui ont un vrai potentiel et qui mériteraient d'être plus développées. Il existe malgré tout dans cette loi des dispositions qui sont relatives à ces filières, mais elles sont quand même assez peu nombreuses. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons qui sont parfois difficilement compréhensibles. Ensuite, une deuxième occasion manquée, c'est ce que je mets comme étant le fait que pour véritablement avoir un texte d'accélération et de simplification administrative, on avait fait un certain nombre de propositions, enfin pas nous tout seuls, mais certains d'entre nous intéressés par les renouvelables, propositions qui avaient été reprises par le texte issu du Sénat, où là l'idée c'était vraiment de jouer sur la simplification administrative, sur l'accélération des procédures, etc. Et donc j'ai donné 2 exemples sur la slide, et qui finalement n'ont pas été reprises. Et c'est un petit peu dommage, parce que je pense que pour le coup, si elles avaient été reprises, cela aurait rendu le texte, enfin la formulation du texte encore plus pertinente. C'est-à-dire qu'on se serait vraiment retrouvé dans un texte d'accélération. Et on peut être un petit peu frustré sur ce sujet-là. Typiquement, des petites choses, mais qui peuvent faire gagner du temps, du coup, un délai maximal d'1 mois pour la complétude des dossiers, etc., etc. Alors, tout de suite, en face, on nous rétorque également, et ça, on ne fait que plaider, évidemment, dans ce sens, c'est la nécessité de renforcer les moyens humains des services déconcentrés. Ça, c'est évident. Il faut se donner les moyens pour le faire. Qui dit multiplier les appels d'offres, accélérer les procédures d'instruction, dit qu'en face, il faut se donner les moyens humains de le faire avec des personnes derrière qui instruisent. Donc,
Donc là, c'est effectivement un discours qu'on tient de façon systématique sur l'ensemble des sujets. Occasion manquée également sur l'agrivoltaïsme, qui est un des sujets aussi qui a fait l'objet de beaucoup de débats, parce qu'il y a un véritable engouement de la part à la fois des producteurs photovoltaïques qui sont pour la plupart d'entre eux très très bien implantés localement, et aussi des agriculteurs. On a énormément de remontées d'agriculteurs ou de leurs représentants d'ailleurs, qui nous disent que c'est véritablement un moyen qui a beaucoup d'avantages pour sécuriser leur production, ou leur permettre justement de pérenniser leur exploitation, de compléter des revenus, de leur permettre de rénover leur exploitation, de construire des annexes, de sécuriser leur toit, ou de faire face aux aléas climatiques en installant des serres photovoltaïques, par exemple, d'autres types de dispositifs. Jusqu'à présent, on n'avait pas de cadre très clair et très réglementé. La loi instaure une définition, donc ça c'est bien, mais ça demeure complexe avec l'intervention de 4 décrets d'application qui sont prévus, et on risque du coup de se retrouver dans des difficultés opérationnelles de mise en œuvre. Alors bon, voilà, donc on aurait souhaité quelque chose de beaucoup plus simple qui permette d'avancer sur le sujet. Et enfin, occasion manquée significative sur le sujet du partage territorial de la valeur. Nous, on avait une proposition qui était assez simple, c'était de faire en sorte que les riverains, notamment des parcs éoliens, mais pas seulement, puissent avoir une meilleure visibilité sur ce que leur apporte la production d'une source d'énergie à proximité de chez eux. Donc on a fait un certain nombre de propositions, notamment ce qu'on appelle les ristournes sur facture, qui finalement est un dispositif qui n'a pas été pris en compte et retenu. Mais alors il existe quand même des dispositifs dans un chapitre consacré au partage de la valeur, et qui consiste à la participation de fonds en faveur de la biodiversité ou de la rénovation énergétique, ou encore de la lutte contre la précarité énergétique. Mais alors c'est positif, mais ça nous paraît pas complètement atteindre l'objectif. L'idée, c'est vraiment pour des raisons d'acceptabilité, de rendre plus visibles les ENR pour les gens finalement, et pas nécessairement pour ceux qui sont très très réticents, mais pour ceux qui n'ont pas d'idée particulièrement préconçue sur l'apport des ENR, parce qu'on sent qu'on a encore beaucoup de travail de pédagogie à faire. Et donc voilà, on avait un dispositif à mon avis qui était plus ambitieux sur le sujet, et malheureusement ça n'a pas été retenu. On considère que c'est une occasion manquée, hein. On verra, on va poursuivre le travail, mais voilà. Voilà en gros sur les occasions manquées. Et rapidement, pour terminer sur la suite, regarder vers l'avenir. Alors je le disais, hein, on travaille sur la mise en œuvre du texte, les 56 textes d'application de la loi, où le calendrier va s'accélérer, hein, de toute façon, pour faire en sorte que ça soit rapidement mis en œuvre. Et puis bien sûr les travaux de la prochaine PPE qui ont déjà commencé à être mis en œuvre par les services du ministère de la Transition énergétique via des groupes de travail un peu préalables avec des ateliers. Et maintenant, voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que la PPE soit la plus ambitieuse possible. Et elle est attendue pour la 2024.
Merci Jérémy, on est au bout de la présentation, il nous reste 15 minutes pile pour essayer de dépiler un certain nombre de questions, elles sont très très nombreuses, beaucoup de remarques, beaucoup de questions. J'en relaye une tout de suite d'Elisabeth de Rennes Métropole. On a beaucoup parlé des deux filières stars qui sont bien sûr l'éolien et le photovoltaïque. Quid de la géothermie? Est-ce que, à travers la loi d'accélération, on a des billes pour booster la géothermie? C'est une des déceptions pour nous. J'essaie en même temps que je vous parle de retrouver les quelques dispositions, mais il y a 3 dispositions qui concernent la géothermie dans le texte. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller les voir. Hein, les articles 82, 83 et 107 de la loi qui concernent spécifiquement la géothermie. Mais ça reste des dispositions qui sont intéressantes, hein, mais qui, de la part de nos adhérents, vont pas être à la hauteur de l'ambition. Donc, par exemple, l'article 82 précise que l'étude de faisabilité technique et économique qui doit être réalisée avant toute construction de bâtiments ou de travaux de rénovation et qui sont prévus par le Code de la construction et de l'habitation doit nécessairement inclure l'énergie géothermique de surface. Voilà, petite facilitation administrative. Et voilà, il y en a une autre qui, l'article 107, qui précise que dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à cette énergie dans les zones non interconnectées, c'est-à-dire dans l'outre-mer. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui mangent pas de pain, mais qui vont pas révolutionner le sujet. Hein. Alors, une question de Sophie sur l'obligation de mettre des panneaux sur des parkings et des toitures en termes de mètres carrés et à partir de quelle année? Est-ce que la loi précise ça? Oui, il y a des jalons temporels de mémoire 2024 et 2028, ce sont les 2 jalons. Laissez-moi juste retrouver exactement le texte parce que il faut être précis. La solarisation des bâtiments, hein, donc ce sont les articles 41 et 43 de la loi, avec un renforcement des obligations de solarisation de bâtiments non résidentiels nouveaux. Donc, encore une fois, c'est vraiment dans la continuité de la loi précédente, hein, la loi climat et résilience, qui avait déjà instauré un certain nombre d'obligations sur le sujet. Et donc, c'est dès le 1er janvier 2025 hein, que cette obligation s'impose sur les bâtiments déjà commerciaux et industriels. Et donc, ça a été élargi sur les bâtiments scolaires, universitaires, ou encore les hôpitaux, par exemple. Donc là, on est sur les bâtiments nouveaux, mais il y a aussi des obligations qui s'imposent sur les bâtiments existants, avec, pareil, pour le coup, un calendrier un peu plus éloigné, puisque la loi prévoit que ce soit applicable au 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existants. Voilà, donc les jalons temporels sont différents en fonction de ce qu'on parle d'un bâtiment nouveau ou d'un bâtiment existant. Ok, merci. Qu'en est-il sur le développement solaire au sol et l'application du ZAN? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le ZAN, j'avoue. Du coup, je relaye tel quel. Oui. Donc, ce sont je devrais connaître ça par cœur, mais c'est je suis sûr que le Z, c'est zone, mais non. La consommation. C'est écrit dans le commentaire. Espace NAF. Ouais. Zone d'artificialisation nette. Zéro artificialisation nette, ouais. En fait, le développement du solaire et des autres énergies, effectivement, doit être
doit s'articuler avec les obligations d'aboutir à un objectif de zéro artificialisation nette à 2030. Donc là, c'est pareil, c'est des dispositions qui doivent être articulées avec la loi climat et résilience. L'enjeu pour le solaire photovoltaïque, c'est de faire en sorte que les projets ne soient pas comptabilisés dans les quotas d'espace NAF des collectivités. Parce que le risque, c'est que les exécutifs locaux finalement soient réticents à le faire parce que comme ça consomme du foncier, ça risque de consommer leur quota rapidement. Donc ça, c'était l'enjeu. Donc on a réussi à obtenir une dérogation de comptabilisation ou de consommation d'espace NAF pour la filière photovoltaïque. Le sujet maintenant, c'est la mise en œuvre de cette la date d'application de cette mesure. Donc voilà, donc on est en train de travailler sur des textes d'application de la loi climat résilience qui nécessairement ont été un petit peu percutés par cette loi ENR, mais voilà l'enjeu pour nous en tout cas. Ok, une question de Cyril, la définition de l'agrivoltaïsme est-elle d'application immédiate? Pardon, ça a coupé un petit peu, excusez-moi. La définition de l'agrivoltaïsme est-elle d'application immédiate? Non, parce qu'on attend encore une fois 4 décrets d'application, et notamment un qui concerne comment doivent être considérés les services rendus aux exploitations agricoles. Et donc c'est assez important. Donc non, pour répondre à la question, non, on est obligé d'attendre l'intervention des textes d'application pour que l'agrivoltaïsme soit véritablement opérationnel. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle on considère que c'est une occasion manquée. On aurait préféré quelque chose de beaucoup plus simple. Malheureusement, c'est pas le cas. Ok, merci. Émeric, il cite visiblement une partie de la loi. Lorsque les communes sont intégrées dans le périmètre de classement d'un parc naturel régional, l'identification des zones d'accélération est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc, pour ce qui concerne les zones situées en son sein. Savez-vous comment ça va se matérialiser? Du tout. Ok. Je n'ai aucune idée, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il faut attendre du coup pour savoir comment ça va se passer? Un décret? Je ne sais pas si cet article prévoit un décret, mais en tout cas, à côté des 56 textes d'application réglementaires qu'on attend, il y aura de la doctrine administrative, il y aura des discussions, il y aura j'espère, des soutiens en ingénierie pour que vous puissiez être armés. Donc voilà, on est un peu dans le même bain là sur ce sujet. Ok, Laurence demande justement s'il y a un agenda qui est prévu sur les textes qu'on attend, les textes d'application qu'on attend, 56 au total. Le seul agenda que nous on a, c'est la fameuse instruction de la Première ministre de janvier dernier, qui demande au service de l'État de sortir les textes d'application dans un délai maximum de 6 mois. Ok. Une question qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai une casquette du côté d'énergie partagée. Est-ce que les collectivités territoriales pourront établir des PPA avec des partenaires locaux faisant notamment des énergies renouvelables citoyennes sur le long terme, plus de 15 ans, sans problème lié au marché public? Est-ce que la loi prévoit une facilitation des PPA dans le cadre de projets territoriaux citoyens? Alors, je sais que justement le verrou lié au respect du code de la commande publique a sauté. Ça, c'est sûr. Mais par contre, par rapport à votre question sur les projets citoyens, ça, je ne sais pas. Il faudrait instruire le sujet. Tout est dans l'article 86 de la loi qu'il faut regarder. Voilà. Donc
la première partie de votre réponse, enfin, de votre question, mais je pourrais pas être précis sur la deuxième. D'accord, donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes liées au marché public qui sautent, Ouais, qui pourraient toucher les PPA, mais pas seulement pour des projets locaux ou dits citoyens, mais pour tout le monde. exactement. Très bien. Une question d'Elisabeth. Le CEREMA, je ne connaissais pas cet organisme, peut-il réaliser ces études d'identification des communes? J'imagine que oui. Ça, c'est en théorie, oui. En théorie, oui. Je pense que c'est à la main de l'État de prester, de demander au CEREMA de le faire. Je dirais oui, oui, tout à fait. Ce serait parfaitement pertinent. Voire même en collaboration avec l'IGN, hein, et d'autres organismes publics compétents. Tiens, je vais vous lancer sur une autre filière un peu oubliée dans le propos, la méthanisation. Est-ce qu'on a des éléments? Et puis, comme ça, on va pouvoir relancer aussi certainement un débat, puisqu'on sait très bien que la méthanisation suscite beaucoup de débats. Donc, est-ce que la loi prévoit un certain nombre de choses sur la méthanisation? Il y a quelques dispositions, effectivement, que j'ai retrouvées, mais assez peu en réalité. Ce sont, pour ceux qui s'intéressent, les articles 77, 78, 80 et 98. Donc, comme pour la géothermie, 3 dispositions concernent les gaz renouvelables. Mais encore une fois, ce sont des petites choses, pas à la hauteur de l'ambition qu'il faudrait pour développer les gaz renouvelables. On a beaucoup insisté au début, je me souviens, des discussions avec les parlementaires, avec les groupes parlementaires, sur la nécessité de jouer sur le volet, très, très administratif, très, très facilitateur sur l'instruction des projets et notamment pour limiter le plus possible les stratégies de guérilla contentieuse qui sont exercées par certains opposants qui sont très très organisés, avec l'envoi de kits tout prêts à des riverains potentiels qui n'ont aucune idée de la chose. Et je sais que les acteurs des gaz renouvelables, les méthaniseurs, sont beaucoup sujets à ce type de pression, ce type de guérilla juridique, etc. L'idée, c'était de faire en sorte que les dispositions qui permettent de traiter les recours abusifs, etc., puissent être étendues au gaz renouvelable. Et ça n'a pas été le cas, malheureusement. Donc voilà un exemple de déception. Donc, moi, je suggère de regarder les 3 dispositions concernées là, que j'ai citées, mais vous verrez que c'est vraiment des petites choses. Ok. Thibault nous cite une partie de l'article 15 de la loi et en conclut que en termes de production d'ENR en toiture et de chaleur à usage individuel, on peut à peu près faire ce qu'on veut aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez ça, Jérémy? Alors, j'ai pas en tête l'article 15 exactement. Alors, il dit, l'article 15, c'est donc les secteurs où est exclue l'implantation de production d'ENR ne sont pas applicables aux procédés de production d'ENR en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. Oui, ça c'est effectivement des exceptions qui sont bienvenues, justement pour faciliter ou ne pas plutôt freiner le développement important de l'autoconsommation. On voit que ça a explosé. Hein. On a passé l'année dernière le cap du 1 gigawatt raccordé en autoconsommation individuelle et un peu collective, mais surtout individuelle. Donc l'autoconsommation pour effectivement s'alimenter en électricité, mais également pour se chauffer. Donc là, on parle du solaire thermique. Il y a un vrai potentiel, évidemment. On peut pas, à mon avis, on ne pourra pas lutter au niveau national et mondial uniquement avec l'autoconsommation. Ce sont des sujets importants, mais qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu de décarbonation d'une économie mondiale, bien sûr.
Mais évidemment, il faut pouvoir le faire. Ok, Jérémy, allez, on va faire une dernière question parce que qui dit toiture dit parfois ABF et je l'avais vu passer au-dessus la question sur les ABF. Est-ce que cette loi d'accélération prévoit des dispositions qui vont permettre de mieux concilier solaire en toiture et exigences des architectes des bâtiments de France? Je crois que ça change rien à l'existant. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'obligation d'obtenir un avis de l'ABF. Il faut regarder en détail, mais il y a eu pas mal de discussions évidemment sur le sujet. Mais je ne suis pas persuadé que ça change grand-chose. En tout cas, s'il y a quelque chose, c'est nécessairement au niveau de la filière solaire photovoltaïque, je pense. C'est là où ça se. Mais je regarde rapidement mon résumé. J'ai pas l'impression que le droit soit substantiellement modifié sur le sujet. Ok. Eh bien, il est 13h31. On a réussi quand même à peu près à contenir le temps. Et si on avait posé toutes les questions, je pense qu'on y serait encore ce soir tard. On va continuer, bien sûr. On va relayer toutes les questions sur la partie forum de la e-communauté transition énergétique où vous trouverez le compte-rendu de ce webinaire auquel vous avez été très nombreux et nombreuses à assister. Merci beaucoup, Jérémy, pour ce travail express d'interprétation pour tous nos participants. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler autoconsommation collective sur des toitures patrimoniales. Donc vraiment, c'est jeudi prochain. Donc notez bien ce rendez-vous si ça vous intéresse. Comme justement Jérémy évoquait que sur l'autoconsommation collective, c'est très en vogue et finalement, il n'y a pas eu beaucoup de dispositions. On va en parler quand même parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et qui se font toutefois. Et donc, je voudrais remercier tout le monde et vous dire donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup.